regarde l'ampleur du problème. Dans les cas les plus extrêmes, nous pouvons assister à des actions armées planifiées depuis les États-Unis, exécutées sur le territoire brésilien, décidées là-bas aux États-Unis. Et tout cela, une décision prise par le gouvernement des États-Unis, mais avec l'encouragement actif d'un courant politique brésilien qui n'a vu aucun problème à, éventuellement, porter atteinte à la souveraineté nationale. Laisser un autre gouvernement prendre les décisions qui lui conviennent le mieux, qu'il juge les plus nécessaires pour combattre ce mal, même de manière extraterritoriale sur le territoire brésilien, sans partage d'informations avec les autorités brésiliennes, c'est en effet une évolution très dangereuse qui finit par jeter à la poubelle l'idée d'une intensification de la coopération dans la lutte contre le crime organisé entre les autorités du Brésil et des États-Unis. Cette annonce intervient quelques heures seulement, on peut le dire ainsi, après la rencontre de Flavio Bolsonaro avec Donald Trump, au cours de laquelle Flavio Bolsonaro a déclaré avoir demandé à Trump de prendre cette décision lors d'une conférence de presse avec des journalistes à sa sortie de la rencontre avec Donald Trump. Ici, organisation terroriste mondiale spécialement désignée, dans une traduction libre. Donc, nous essayons de comprendre ce que signifie en pratique pour le Brésil ces deux désignations du département d'État. En tout cas, il y a là une coïncidence politique très forte. Flavio Bolsonaro a pris des photos avec le président Donald Trump et a déclaré à la presse qu'il avait renouvelé cette demande. Nous allons essayer de mieux comprendre du côté américain cette annonce. Je vais inviter Sandra Coutinho à me rejoindre ici et nous allons discuter maintenant. Sandra, sois la bienvenue. Bonjour Natouza et à tous. En effet, le secrétaire d'État Marco Rubio vient tout juste de publier un message sur X qui dit ceci. Le premier commando de la capitale, PCC, et le commando Vermelho sont deux des organisations criminelles les plus violentes du Brésil. Elles ont une portée qui s'étend sur tout le territoire national, n'est-ce pas? Sur toute la région, non seulement du Brésil, mais aussi du continent, jusqu'à notre pays, jusqu'aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai désigné ces organisations comme des organisations terroristes étrangères et c'est une désignation spéciale d'organisation terroriste mondiale. Le gouvernement de Donald Trump va continuer à utiliser tous les outils disponibles pour protéger notre sécurité nationale, les intérêts de notre sécurité nationale, et refuser des fonds et des ressources aux narcoterroristes. Cela vient d'être publié, laissez-moi voir, il y a 3 minutes, ce communiqué de Marco Rubio. Oui, je parlais avec une autre source qui me disait la même chose. D'ailleurs, Raquel Craimbu elle-même l'a aussi dit hier, que la personne la plus impliquée dans cette affaire est justement Marco Rubio. Cette rencontre avec Donald Trump a été très rapide. Là, à la Maison-Blanche, le premier jour, n'est-ce pas, mercredi, mardi, entre Flavio Bolsonaro et Donald Trump, c'était une rencontre très rapide, juste pour prendre cette photo. Mais que cette rencontre au département d'État, hier, aurait donné lieu à une vraie discussion. Une conversation au cours de laquelle Flavio Bolsonaro a lancé cet appel à renouveler cette demande pour que ces organisations terroristes soient désignées comme organisations narcoterroristes. N'est-ce pas? Que ces organisations criminelles soient classées comme organisations narcoterroristes. Maintenant, il y a un détail, n'est-ce pas? La résistance du gouvernement brésilien en raison du fait que cette désignation ouvrirait la voie à des interventions des États-Unis concernant ces organisations. Nous avons suivi dans de nombreuses autres situations, dans d'autres pays, comme par exemple en Colombie, où les États-Unis ont agi en étroite collaboration avec le gouvernement colombien. C'était dans les années 80 et 90, non? L'opération Colombie, justement, qui était une opération conjointe entre la DEA, n'est-ce pas, qui est le département de lutte contre la drogue ici aux États-Unis, et la Colombie, la police fédérale colombienne, le gouvernement colombien. Que se passe-t-il? Maintenant, ce n'est pas pareil que ce qui s'est passé en Colombie, dans le sens où il s'agit d'une désignation sans consultation et sans tendre la main, sans ouvrir les portes à une opération conjointe avec le gouvernement brésilien, avec la police fédérale, avec les enquêteurs du Brésil. Donc, c'est une désignation qui, théoriquement, ouvre la porte à une intervention liée au trafic de drogue de ces organisations criminelles à l'intérieur du Brésil. Mais sans une coopération encore décidée conjointement avec le gouvernement brésilien. D'ailleurs, le gouvernement brésilien a été pris par surprise, du moins, comme vous le disiez, n'est-ce pas?
Le Plan Alto, je suis en train de parler avec l'Itamaraty pour essayer de comprendre si l'Itamaraty a aussi été notifié, si au moins l'Itamaraty a été prévenu à l'avance. Mais il est clair que cette pression exercée par Flavio Bolsonaro a fonctionné et que les appels du président Lula, qui a eu une longue conversation avec Donald Trump, environ 3 heures avec Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, toute cette demande pour qu'elles ne soient pas désignées, que ces 2 organisations ne soient pas désignées comme terroristes, a finalement été balayée par cette décision prise aujourd'hui par Marco Rubio qui vient de faire cette publication. Donc cela vient probablement plus du département d'État que directement du président Donald Trump, selon toi, Natuza. Merci Sandra. Eh bien, nous avons déjà ici une équipe très qualifiée pour discuter. Oliver Stuckle se joint à nous, ainsi que Marcelo Lins. Oliver, je veux vraiment parler avec toi. Tu es analyste, tu as des sources à la Maison-Blanche, tu as des sources au département d'État, tu parles avec tout le monde. On a enregistré aujourd'hui, dans l'épisode qu'on a enregistré hier, qui a été diffusé aujourd'hui dans le sujet, j'essayais de sonder avec toi la capacité d'influence des États-Unis sur les élections je ne veux pas encore en arriver à ce point. D'abord, je veux mettre en perspective cette décision des États-Unis avec ton aide, ce qu'elle signifie et quels signaux cette décision nous envoie. Bonsoir Natuza, bonsoir à tout le monde. Eh bien, tout d'abord, c'est une décision qui a potentiellement un grand impact sur la relation bilatérale. L'Amérique latine, le Brésil surtout, a traditionnellement été complètement en dehors, ici à Washington, d'une discussion concernant le contre-terrorisme, qui est un univers un peu à part, n'est-ce pas, qui reçoit une quantité énorme de ressources et d'attention, des spécialistes qui ont tendance à agir davantage dans certaines parties de l'Afrique au Moyen-Orient. Donc, cela fera en sorte qu'un certain nombre de personnes qui n'ont pas l'habitude de s'intéresser au Brésil, soudainement, auront le Brésil sur leur radar. Cela a également toute une série d'implications, comme vous l'avez mentionné, pour la coopération entre les 2 pays contre le crime organisé. Je suis d'accord avec votre évaluation et celle de Lincoln, que cela peut potentiellement compliquer au lieu d'élargir la coopération entre les agences. Oui, parce que tout passe rapidement au niveau fédéral et il peut être plus difficile pour les forces de police brésiliennes d'accéder à ces informations. Et cela peut avoir des implications importantes pour les entreprises brésiliennes, surtout les banques brésiliennes opérant aux États-Unis. Parce que cette distinction que vous venez de mentionner concerne ce premier point, ce SDGT. Cela implique surtout la possibilité d'appliquer des sanctions financières contre toute organisation, toute entreprise ayant des liens avec des groupes terroristes. Donc, cela peut entraîner une certaine réticence de la part des investisseurs à traiter avec des entreprises brésiliennes, même si ces entreprises n'ont pas de lien avéré avec des organisations terroristes présumées. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas prendre ce risque afin d'éviter des problèmes avec le fisc américain, avec la justice américaine. Donc, il y a toute une série d'implications qui affectent la façon dont le Brésil sera perçu. Maintenant, tout cela se passe dans le contexte d'un gouvernement qui utilise les règles et les normes de manière sans précédent. Donc, il faut aussi attendre de voir ce qui va se passer ensuite. S'agit-il simplement d'une déclaration initiale ou bien les États-Unis vont-ils réellement entamer des discussions plus sérieuses sur une action plus ferme et unilatérale contre le crime organisé au Brésil? Olivera, avant de donner la parole, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé au Mexique? Et de ton point de vue, tu as déjà bien précisé qu'il pourrait y avoir une difficulté supplémentaire concernant le partage d'informations, qui contribue à étouffer financièrement ces factions criminelles ici au Brésil et d'autres dans d'autres pays. Mais du point de vue de la souveraineté, qu'as-tu observé? Parce que cet acte contre le PCC et le Commando Vermelho, qui ciblent les organisations criminelles du Brésil, a déjà été pris à de nombreuses reprises tout au long de la présidence Trump en ce qui concerne d'autres pays, n'est-ce pas? Nous ne sommes ni les premiers, ni les deuxièmes, ni les troisièmes. Trump a déjà fait cela et à plusieurs reprises. Dans les autres pays où il a désigné les organisations criminelles comme des organisations terroristes,
Quelles ont été les conséquences d'après ce dont tu te souviens? J'ai justement mentionné le Mexique à cause de notre conversation sur ce sujet. Je voudrais que tu te rappelles ce cas du Mexique. Et si tu connais un autre lié à la souveraineté, cela nous aiderait à mieux comprendre l'impact de cette décision. Eh bien, tout d'abord, cette désignation facilite l'allocation de ressources pour le gouvernement américain, n'est-ce pas? Rappelons que le Pentagone reçoit une quantité de ressources publiques bien supérieure à celle que reçoit le département d'État, n'est-ce pas? Donc, toute la partie de la CIA aussi, ce qu'on appelle ici aussi forces de l'ordre, c'est-à-dire les forces de police, toute la partie sécurité, ils reçoivent beaucoup plus de ressources. Donc, c'est une première conséquence que nous avons également observée dans la lutte contre le crime organisé dans les pays où les cartels ou groupes criminels ont été désignés comme groupes terroristes par le gouvernement américain. Dans le cas du Mexique, il y a eu, et beaucoup de choses ne sont évidemment pas publiques, une tension croissante entre Washington et le Mexique en raison d'une implication accrue des agents des États-Unis dans la lutte contre les activités du crime organisé au Mexique. Et cela a récemment fait surface lorsque 2 agents de la CIA sont morts dans un accident de la route sur le territoire national après avoir participé à une opération visant à détruire un laboratoire de drogue. Et ces 2 agents étaient au Mexique avec un visa de touriste. Et cela, évidemment, a généré beaucoup de tensions. Cela est devenu un problème pour le gouvernement Sheinbaum, qui entretient une relation ambiguë avec ses interventions. On ne sait pas à 100% si le Mexique sait ou non combien d'agents se trouvent sur son territoire. Donc, cela génère une friction assez importante. Mais il serait prématuré de dire maintenant que tout cela se produira aussi au Brésil, parce que les États-Unis ont une longue frontière avec le Mexique et les groupes criminels au Mexique aussi. Ils opèrent de manière plus assertive sur le territoire américain, donc nous devons aussi attendre pour voir quelles seront réellement les conséquences. Maintenant, cela, sans aucun doute, peut faciliter les justifications de la part des États-Unis pour des opérations qui ne seraient peut-être pas possibles aujourd'hui, impliquant d'attaquer ou de combattre plus directement des criminels, possiblement sur le territoire brésilien. Nous allons continuer à analyser tous les aspects de cette décision. Si tu viens d'allumer la télévision, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient effectivement déclarer le PCC et le Commando Vermelho comme organisations terroristes. Et ici, nous analysons les implications. Je voulais ici faire un petit tour d'horizon avec vous. Je vais citer quelques exemples de conséquences potentielles et, si vous vous souvenez d'autres exemples, aidez-moi à les évoquer pour qu'on puisse dresser un tableau complet. Donc, il y a une conséquence potentielle du point de vue territorial que ce qui s'est passé récemment au Mexique, comme l'a expliqué Oliver, puisse se produire ici, c'est-à-dire qu'une opération ait lieu sur le territoire brésilien sans l'autorisation du gouvernement. Vous avez donc un risque potentiel pour la souveraineté brésilienne elle-même, mais il y a d'autres conséquences pour ceux qui voient cette décision d'un mauvais œil, d'accord? Je fais d'abord ce survol sur cet aspect. Une autre conséquence est la suivante. Nous avons rapporté, il y a peu, dans le journal, une autre phase de l'opération Carbone occulte. Des fintechs qui opèrent dans le système financier à Faria Lima et qui blanchissaient de l'argent pour le crime organisé faisaient partie de la première phase de Carbone occulte, il y a quelque temps. Et non seulement elles ont continué, mais elles ont aussi amplifié la méthode de blanchiment d'argent pour alimenter par exemple le PCC. Ce n'était pas le cas du Commando Vermelho, mais d'une organisation criminelle. Cela signifie que le gouvernement américain pourrait, ou du moins il y a une possibilité, d'agir dans le système financier brésilien. Ce qui peut entraîner, dans une certaine mesure, selon ce point de vue, une contagion pour le système financier qui ne blanchit pas l'argent du crime organisé. Un autre risque potentiel pour les personnes qui vivent, par exemple, dans une zone dominée par le trafic, c'est qu'il pourrait y avoir une sorte de barrière à la circulation de ces personnes. Nous essayons ici de reconstituer petit à petit ce mosaïque de conséquences potentielles qui sont déjà apparues ici. J'ai mentionné Lincoln Gakia qui disait que, du point de vue du partage d'informations qu'il a, par exemple avec le FBI, avec la CIA, il ne pourrait plus le faire.
Eh bien, Natuza, bonsoir. Bonsoir aussi aux collègues. Et vous, abonnés, qui nous suivez ici, dans l'édition de 18 heures. Je pense que c'est la principale caractéristique et la plus préoccupante de ces mesures. Son caractère extraterritorial, c'est-à-dire c'est une législation façonnée et construite pour les intérêts des États-Unis, pas pour les intérêts du Brésil. Ce n'est pas une législation qui a été discutée ou convenue avec les autorités brésiliennes, ce qui finit par laisser des enquêtes très sérieuses qui peuvent impliquer des citoyens, des entreprises brésiliennes, des institutions. Elles sont menées par la CIA et non plus par le département de la Justice ou le département de la Défense, en coopération avec les autorités brésiliennes, c'est-à-dire que, éventuellement, les autorités brésiliennes ne sauront pas quelles entreprises ou quelles institutions peuvent être sous enquête. Et ces entreprises, qui éventuellement peuvent ne pas savoir qu'elles sont manipulées par le crime organisé, peuvent subir des sanctions qui auront ces effets dont vous parliez. Les citoyens aussi. Les citoyens, comme vous le disiez, vivant dans des zones dominées par le trafic, la milice, le PCC, le Commando Vermelho, et qui peuvent être amenés à payer un certain type de taxe, sachant que cette taxe leur est imposée pour maintenir leur commerce. Ils peuvent être accusés d'aider, de contribuer, de financer des organisations terroristes. Et ce qui attire également l'attention, c'est qu'il y a une question technique à l'origine de cette législation qui montre des interprétations absolument différentes entre ce que voient les États-Unis et ce que voient les autorités brésiliennes. Le terrorisme, selon notre conception, implique un projet de pouvoir qui ne passe pas essentiellement par l'argent. Le crime organisé, son objectif principal est de dominer des territoires pour obtenir plus d'argent et de pouvoir. Cela peut parfois toucher à la politique, mais ce n'est pas un projet politique comme le sont d'ordinaire les organisations terroristes. Et il y a des spécialistes qui affirment aussi que cela peut même avoir un impact sur le crédit. Parce que les pays qui sont d'une certaine manière associés au terrorisme, Lins a expliqué qu'une chose est le terrorisme, une autre chose est cette organisation criminelle, comme dans le cas du Commando Vermelho et du PCC. Mais pourquoi cela peut-il affecter le crédit? Parce que les pays qui ont un certain type d'association, si le Brésil en vient à avoir, aux yeux du gouvernement américain, 2 organisations terroristes, cela fait que le pays entre dans des listes surveillées par des organismes mondiaux. Autrement dit, il y a des implications au-delà de ce que l'on imagine. Et là, il y a par exemple le fameux risque de contagion pour les entreprises du système financier brésilien. Certains estiment que l'impact est financier et sévère, mais il faudra encore analyser la situation au fil de son évolution.